Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'enquête de santé. Marina, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Une émission qu'on consacre à un sujet difficile, douloureux, qui reste aussi impensable, incompréhensible, inadmissible que tabou. L'enfance maltraitée. Oui, une maltraitance qui a de multiples visages. Brutalité volontaire, sévices sexuels, mais également absence intentionnelle de soins, rejet, abandon ou encore mépris. Dans quelques instants, notre document vous montrera le calvaire d'Enzo, 3 ans, battu à mort, de Léa, 5 mois, bébé secoué, de Céline, jeune adulte victime durant des années de violences psychologiques et physiques. Plus de 20 000 enfants subiraient cette maltraitance tous les ans dans notre pays. 2 en meurent tous les jours. Que deviennent ceux qui survivent? Comment des adultes, des parents, des responsables peuvent-ils en arriver là? Pourquoi la société n'a-t-elle pas protégé ces enfants dont elle est responsable? Législateurs, juristes, services sociaux, personnels de santé, qui sont les professionnels qui travaillent dans ce domaine? Que peuvent-ils faire? Comment agir et améliorer la situation? Nous tenterons de répondre à ces questions avec nos invités, médecins, magistrats, responsables d'associations. Une ancienne victime sera aussi sur notre plateau pour nous raconter ce qu'elle a vécu et nous expliquer comment elle s'est construite après les années d'enfer. Vous pouvez bien sûr dès à présent leur poser des questions. Bonsoir Bonnard. Bonsoir Michel, bonsoir Marina, bonsoir à tous. Vous allez évidemment pouvoir tout au long de l'émission poser vos questions à nos invités, nous faire part de vos témoignages. Mais avant de vous rappeler comment procéder, une précision importante. Ne nous envoyez pas sur ce plateau des messages pour signaler la maltraitance d'un enfant. Nous ne pourrions rien faire. En revanche, vous pouvez appeler le 119, le numéro gratuit de l'enfance en danger. Les équipes du 119 ont été spécialement renforcées ce soir pour prendre vos appels. Pour interpeller nos invités sur ce plateau, vous pouvez composer sur votre téléphone portable EDS comme enquête de santé. Vous composez ensuite votre message et vous envoyez le tout au 41 555. Vous pouvez aussi passer par internet www.france5.fr. Merci beaucoup Benoît, bien sûr, vous reviendrez régulièrement durant cette émission pour nous éclairer. On commence tout de suite avec ce document Motus et bouche cousue signé Marie Bonhomé. J'ai besoin de passer le voir, de dire que je l'aime, que je pense souvent à lui, tous les jours, mais j'ai besoin de passer. À quoi vous pensez quand vous êtes ici? À tout ce qu'il a subi. Enzo avait tout juste 2 ans lorsqu'il est mort sous les coups de son beau-père et sous le regard de sa mère. C'était il y a 3 ans. Depuis, son père, Salim, ressasse sa colère. J'en veux à mon ex-compagne, qui l'a laissé mourir à petit feu, qui n'a rien dit. Et j'en veux beaucoup aussi à la justice, qui n'a pas su protéger mon fils. C'était leur devoir de le protéger. Ils l'ont pas fait. J'ai un sentiment de haine et de colère contre tous ceux qui ont vu mon fils malheureux, triste, qui n'ont rien fait. Salim a pourtant essayé de sauver son fils, mais la justice ne l'a pas entendu. Malheureusement, ces drames ne sont pas rares. Et souvent, des signes auraient pu et auraient dû alerter les professionnels de la protection de l'enfance. Enzo aurait pu être sauvé, tout comme Bastien, 3 ans, retrouvé mort après avoir été enfermé dans une machine à laver. Les voisins avaient pourtant appelé le numéro national de l'enfance maltraitée.
Marina, 8 ans, tuée après des années de calvaire et malgré 3 signalements de l'école. Lorenzo, 10 mois, mort de faim et de soif dans son lit. Ses parents toxicomanes étaient pourtant connus des services sociaux. Des prénoms à tout jamais associés à d'atroces faits divers. Pourquoi les services sociaux et la justice n'ont-ils pas réussi à sauver ces enfants? Qui est vraiment responsable? Manque d'intérêt des pouvoirs publics, manque de moyens, mais aussi simplement la preuve d'un tabou, encore bien présent. Certains n'ont pas voulu voir l'horreur, d'autres n'ont pas pu dire l'impensable. On a l'impression que c'est marginal, que ce sont des situations qui sont exceptionnelles. C'est le fait divers. Or, on a quand même quelques situations qui nous laissent penser que ça concerne plusieurs centaines, voire milliers d'enfants. Et puis, il y a cette horreur d'imaginer l'horrible. La France peut pas continuer comme ça à traiter ses enfants. Elle maltraite ses enfants. L'histoire d'Enzo, c'est l'histoire d'un engrenage tragique. Tout commence il y a 3 ans, à Nemours. Salim et la mère d'Enzo viennent tout juste de se séparer. Le lundi matin, elle m'appelle en me disant « Écoute, tu t'inquiètes pas, ton fils a fait une chute. Il a fait des roulés-boulés, j'étais vers la pharmacie. Tant qu'il n'a pas perdu connaissance, tant qu'il n'a pas vomi, il n'y a pas d'alarme, quoi. » La mère parle donc d'une chute dans l'escalier. Mais l'enfant va tout de même chez sa nourrice, qui, elle, se montre beaucoup plus inquiète. Elle demande au père d'Enzo de venir rapidement. J'étais choqué de le voir comme ça, quoi. Tout malheureux, tout blotti, tout triste. Et ne pas vouloir... pourtant, c'était Enzo souriant et tout, là, c'est complètement différent, quoi. Mais moi, je ne savais pas ce qui se passait, quoi. Je ne me doutais pas que c'était à ce point-là, des bleus comme ça, quoi. Et là, j'ai tout de suite pris l'initiative de l'emmener à l'hôpital, quoi. À l'hôpital de Fontainebleau, Enzo est pris en charge par le pédiatre qui le suit depuis sa naissance. Il découvre un enfant apeuré, couvert d'ecchymose. Pour lui, le diagnostic est sans appel. Le fait de tomber dans les escaliers n'expliquait pas toutes ces lésions sur l'ensemble du corps. Il y avait des traces qui étaient sur le corps qui ne correspondaient pas à une chute dans un escalier. Et tout le monde pensait qu'effectivement il s'était passé quelque chose et qu'il y avait eu une maltraitance. Le pédiatre décide donc de signaler le cas d'Enzo à la justice. C'est la procédure en cas de suspicion de maltraitance, comme l'indique clairement le rapport envoyé par le médecin au procureur. Dans ce signalement, le pédiatre évoque aussi un indice important, la présence de lésions d'âge différents. Ceux qui lisent le rapport doivent être sursautés au moment où on dit que les lésions ne sont pas du même jour, de dire, bon ben voilà, c'est qu'il a reçu un coup le lundi, un coup le mardi, un coup le mercredi. Mais on pensait que déjà c'était un argument supplémentaire pour dire qu'effectivement il y avait maltraitance. Suite au signalement, un second médecin, un légiste, vient constater les blessures d'Enzo. Et contrairement au pédiatre, il rédige un compte-rendu plutôt ambigu. Selon l'expert, certains hématomes sont compatibles avec la chute invoquée par la mère. Mais d'autres ne le sont pas, et leur origine ne peut être définie. Malgré ce doute, le légiste sort de son rôle et préconise une mesure éducative à domicile. En clair, que l'on rende Enzo à sa mère. Une mère qui ne vient pourtant voir son fils qu'une seule fois lors de ses 10 jours d'hospitalisation. Étonnamment, le procureur va tout de même suivre l'avis du légiste et décide de renvoyer Enzo chez lui. Un soir, on reçoit un appel, c'était dans fin d'après-midi, donc du procureur, pour nous demander de le laisser sortir et que l'on n'avait aucun droit à le garder plus longtemps. Donc la mère est venue le chercher et puis elle l'a emmené.
Dès sa sortie de l'hôpital, Enzo est de nouveau frappé par le concubin de sa mère. 2 jours plus tard, les pompiers appellent Salim et lui demandent de venir. C'est là, en roulant, je me suis posé plein de questions. Mais je m'en doutais qu'il s'était passé quelque chose de grave et je savais déjà qu'il était mort. Une affaire révoltante en Seine-et-Marne. Un petit garçon de 2 ans est mort battu par le concubin de sa mère. Son cas avait été signalé à la justice, mais on l'avait rendu à sa famille. Pendant 2 jours, le compagnon de la mère d'Enzo se serait acharné sur l'enfant jusqu'à l'arrêt cardiaque. Plus tard, ce maître chien de 34 ans dira avoir voulu le faire obéir comme ses bêtes. La mère, elle, se contentera d'appeler les pompiers alors que son fils est déjà mort. Tous deux seront écroués le soir même. Rapidement, les regards se tournent vers le procureur. Pourquoi, malgré le doute, a-t-il décidé de renvoyer Enzo chez lui? À l'époque, il avance un manque de preuves. Comment voulez-vous à ce moment-là qu'on explique aux parents qu'on leur prend leur enfant parce qu'ils sont susceptibles d'être coupables de quelque chose qu'on n'a pas pu démontrer? Dans l'incertitude, la justice a donc privilégié le maintien des liens familiaux. Je vous en prie, asseyez-vous. Un légiste qui préconise de renvoyer l'enfant chez lui, un procureur qui refuse de le placer. Les responsabilités de chacun seront étudiées lors du procès. Une épreuve, tous les deux, qui est la cour d'assises, puisque les dates d'audience ont été fixées. Et je voulais qu'on revoie tout ça ensemble. L'avocate du père d'Enzo a bien l'intention de demander des explications à la justice. Les médecins aussi. En cas de doute, soit on place l'enfant, soit on le transfère chez un autre parent, chez un grand-parent, ou on le met dans un lieu de vie. Mais on ne le remet pas dans la situation qui a permis la maltraitance. C'est une aberration. Et là, on a eu le scénario le plus aberrant qui soit, le moins protecteur. J'ai 3 points abordés, 4 points abordés. Ce n'est pas la première fois que la justice est montrée du doigt dans ce genre d'affaires. Selon l'association La Voix de l'Enfant, les juges hésitent encore trop à séparer les enfants de leurs parents lorsqu'il y a une suspicion de maltraitance. On maintient des enfants dans leur famille au nom du lien du sang. On rend des enfants leur famille. Ça fait partie d'un des tout premiers articles du Code civil pour le juge pour enfants, qui a d'abord à tout mettre en œuvre, soit pour maintenir l'enfant dans sa famille, soit s'il doit retirer pour remettre au plus vite l'enfant dans sa famille. Donc les liens du sang priment surtout. Et ce que La Voix de l'Enfant demande, c'est que on respecte les parents. Mais lorsqu'il y a un doute, lorsqu'il y a la maltraitance, la priorité doit être donnée à l'enfant. Comme Enzo, combien d'enfants passent au travers du système de protection de l'enfance? En France, le phénomène de la maltraitance reste mal évalué. Le seul chiffre dont l'on dispose date de 2006 et fait état de 19 000 enfants maltraités. Un chiffre largement sous-estimé. Depuis 5 ans, plus rien n'a été communiqué sur ce point. Quant au nombre d'enfants qui meurent de maltraitance, cela n'a tout simplement jamais été publié. Si l'on sait qu'une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint, pourquoi ce chiffre n'existe pas pour les enfants battus? La réponse de la secrétaire d'État en charge du dossier laisse plutôt perplexe. Est-ce qu'on connaît le chiffre de la mortalité, c'est-à-dire combien d'enfants meurent sous les coups en France, comme on en parle des femmes battues par exemple? Aujourd'hui, déjà, un seul enfant qui meurt sous des violences, quelles qu'elles soient, c'est déjà un enfant de trop. Le chiffre exact est assez compliqué, vraiment. Il me semble important de faire davantage du travail de prévention pour éviter ces situations extrêmement dramatiques. Pourtant, dans d'autres pays, comme aux États-Unis par exemple, le taux de mortalité est parfaitement connu.
S'il n'y a pas de chiffre officiel en France, on peut tout de même trouver des estimations, notamment sur le site internet du Conseil national de l'Ordre des médecins. Il y est écrit que chaque année, sur 40 à 50 000 cas de maltraitance à enfants, 700 à 800 entraînent le décès. Cela représenterait 2 enfants tués chaque jour. Une estimation jugée plausible par de nombreux spécialistes, dont Anne Thurs. Cette pédiatre et chercheuse a mené une enquête sur les homicides des bébés de moins d'1 an. Son étude a montré que de nombreux décès dus à la maltraitance passent inaperçus. Ils sont souvent interprétés comme des accidents ou des morts de cause inconnue. La plupart du temps, c'est une incapacité soit à diagnostiquer le problème faute d'une formation suffisante, et c'est vrai que les études de médecine préparent très mal à repérer les cas de maltraitance quand ils sont pas très clairs. C'est pas toujours évident, hein. Un enfant qui est mort victime d'une suffocation volontaire, c'est-à-dire on lui a mis la main sur ou un oreiller ou qu'importe sur le nez et la bouche, ça ressemble strictement à une mort subite du nourrisson. Il serait donc difficile de diagnostiquer la maltraitance. Cela nécessite une expertise que peu de médecins ont en France. L'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu à Paris est dirigée par l'une des rares spécialistes à être à la fois pédiatre et légiste. Cette double casquette permet au docteur Ray Salmon de décrypter des lésions suspectes sur les corps des enfants. Elle intervient dans le cadre d'enquêtes judiciaires. Et ça, c'est tout à fait typique d'un coup porté avec un objet qu'on appelle contendant, comme une baguette, comme un bâton. Si vous n'examinez pas l'enfant complètement, si vous ne le déshabillez pas complètement, vous n'allez pas observer ces lésions. D'autant plus que les enfants victimes de mauvais traitements à l'intérieur des familles, ils ne vont pas parler spontanément de ça, et que si on ne va pas à la pêche, on n'aura pas d'informations. Ce second cliché montre un bébé de quelques semaines qui a un bleu sur l'avant-bras. Rien de très suspect en apparence. Pourtant, selon le docteur Ray Salmon, il s'agit bien de maltraitance. Parce que comment une enfant de quelques semaines peut avoir une lésion de ce type? Eh bien, en fait, il s'agissait d'une morsure chez cet enfant. On pourrait se contenter trop facilement d'une explication comme laquelle un jouet serait tombé sur l'enfant ou que l'enfant se serait cogné contre les barreaux du lit. Il ne faut pas se contenter d'explications trop faciles. Et le docteur Ray Salmon tient à diffuser un message concernant les nourrissons maltraités. Selon elle, ils sont encore très mal diagnostiqués. Ce qui m'inquiète le plus, c'est les très très jeunes enfants, parce qu'on sait que la maltraitance touche en grande majorité les moins de 1 an. Toute lésion inexpliquée sur le corps d'un bébé de moins de 9 mois, qui est très dépendant, qui ne marche pas, qui n'est pas autonome, est éminemment suspecte, et il faut voir s'il n'y a pas une situation de maltraitance derrière. Et s'il y a un mauvais traitement qui touche en particulier les moins d'1 an, c'est le syndrome du bébé secoué. Un syndrome de mieux en mieux connu, mais qui a longtemps été vu comme un simple manque de maîtrise de la part de parents ou de nourrices à bout. Chaque année, environ 50 cas sont pris en charge ici, dans le service de réanimation de l'hôpital Necker à Paris. Léa a 5 mois et elle a probablement été secouée. Elle vient tout juste d'arriver dans le service après avoir fait un malaise chez sa nourrice. Elle est assez douloureuse en fait, et ce qui fait que voilà, elle s'arrête de boire par moment parce que elle doit probablement avoir mal à la tête. Ils ont toujours ce cri qui est incessant. Et c'est constamment comme ça.
Léa a subi un violent traumatisme crânien. Mais que s'est-il vraiment passé? Pour en savoir plus, un ophtalmologiste va regarder au fond des yeux du bébé. Coucou, regarde un petit peu par ici. Et ce qu'il constate est inquiétant. Léa a des hémorragies dans les 2 yeux. L'ophtalmologiste doit rapidement en informer le réanimateur. Il faudra prévoir un examen du fond d'œil d'ici 2-3 semaines pour vérifier la résorption de ces hémorragies et vérifier si la vision n'a pas été atteinte. Des hémorragies rétiniennes, un élément qui ne colle pas avec le récit de la nourrice. Aurait heurté violemment le coin d'une table. Ah. Donc il va falloir qu'on cherche un petit peu plus. Les médecins pensent rapidement à un syndrome du bébé secoué. Le mécanisme le plus décrit, c'est ce fameux secouement. On secoue violemment l'enfant, sa tête est très grosse par rapport au reste de son corps, il a un tout petit cou qui ne permet pas de ralentir les mouvements en avant et en arrière, et donc c'est vraiment une chiffre molle qui est secouée comme ça, avec des mouvements extrêmement importants au niveau de la tête. Et c'est un scanner du crâne qui va confirmer leurs craintes. Très logiquement, on lui a fait un scanner qui montre un hématome sous-dural aigu, c'est-à-dire récent, du sang qui est entre le crâne lui-même et le cerveau. C'est pas accidentel, c'est pas un traumatisme habituel. Le traumatisme, la chute de la table allongée, ça ne provoque pratiquement jamais d'hématome sous-dural. Et là, en plus, il n'y a pas d'impact direct, il n'y a pas de fracture du crâne. Le récit de la nourrice, peu plausible, un fond d'œil et un scanner positif. 3 éléments qui permettent de conclure que Léa a bien été secouée. Sa vision risque d'être atteinte et des conséquences neurologiques sont redoutées. C'est la mère de Léa qui l'a emmenée à l'hôpital. Quand la nourrice lui a dit que sa fille s'était cognée, elle ne l'a pas cru. Elle a tout de suite redouté un syndrome du bébé secoué. C'est une option à laquelle j'ai pensé puisqu'elle n'avait aucune trace sur le crâne, quoi. Donc difficile d'expliquer que ce soit une chute ou un choc contre un meuble qui n'ait aucune trace sur le crâne, quoi. Et on sait un peu plus sur ce qui s'est passé ou pas? Non, pas du tout. Il faut attendre d'avoir tous les résultats. Alors, sur ce qui s'est passé, nous, on ne va pas pouvoir vous en dire plus. C'est pas une chute, d'une table ou quelque chose comme ça qui peut expliquer ça. Donc il faudra, tranquillement, un peu à distance, faire une enquête pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Hein, Mais pour la mère, les soupçons se portent clairement sur la nourrice. Je sais que ni de ma part, ni de la part de mon entourage, il peut y avoir quoi que ce soit. Donc je fais confiance à la justice. On va voir ça en temps et en heure. Pour chaque bébé secoué, les médecins doivent envoyer un signalement à la justice. Car ce syndrome est désormais reconnu comme une maltraitance, passible de sanctions. Jusqu'ici, on assimilait ce geste à un coup de folie passager de la part de parents épuisés après des nuits blanches et des cris incessants. Mais les connaissances et les mentalités ont évolué. On ne considérait pas qu'un enfant secoué était un enfant maltraité. On considérait qu'il avait été victime d'un pétage de plomb, entre guillemets. Mais surtout, on ne considérait pas qu'il était victime d'un traumatisme à haut risque évolutif et surtout à risque de séquelles extrêmement importants. Hémiplégie, retard mental ou encore épilepsie. Plus de la moitié des enfants aura de lourdes séquelles. La mort, elle, survient dans 10% des cas.
Des conséquences dramatiques qui peuvent difficilement rester sans réponse judiciaire. Si l'on a parfois du mal à repérer la maltraitance, si l'on ne cherche pas vraiment à en savoir plus, c'est aussi parce que le sujet dérange. Imaginer qu'un parent puisse faire du mal à son enfant nous est insupportable. Alors parfois, on préfère ne pas voir. Pendant 13 ans, Céline a été victime de cette loi du silence. Quand j'ai eu 2 ans et demi, mon père a décidé de me faire jouer d'un instrument qui s'est révélé être en fait le piano. Petite, les choses allaient encore bien, c'était encore sur le thème du jeu. Et puis mon père a commencé à développer à propos du piano une obsession qui est devenue le centre de sa vie. Et vers 4-5 ans, les choses ont commencé à déraper avec de nombreuses heures passées devant le piano, avec des punitions, avec et tout un cercle vicieux qui a commencé à se mettre en place autour de cet instrument. À 4 ans, Céline joue déjà plus de 5 heures de piano par jour. Mais ce rythme harassant n'est pas suffisant aux yeux de son père. La petite fille n'a pas le droit à l'erreur. Il avait une feuille à côté de lui et il marquait à chaque fois, il traçait un trait à chaque faute où je m'arrêtais pas. Donc, puis après, il décidait, il me disait, voilà, au bout de 3 bâtons, c'est un coup de ceinture. Au bout de 5 bâtons, c'est un coup de ceinture. Je savais qu'il fallait que je me lève, que je me penche par-dessus le bureau, que je me déshabille. Lui, il dégrafait sa ceinture. Et puis voilà, j'avais de tel nombre de coups qui correspondaient à tel bâton. Il n'y avait pas besoin de parler, pas d'énervement. Tout était dans le calme et dans le silence, quoi. Et moi, je serrais les dents et je disais rien, quoi. Donc... Et les brimades s'aggravent au fil des mois. Si elle ne joue pas bien au piano, Céline est souvent privée de repas. Elle subit aussi une maltraitance psychologique. Souvent aussi, il m'enfermait dans la cave pendant quelques heures, dans le noir, ou dans ma chambre. Il enlevait l'ampoule, et il m'enlevait tout ce qui était susceptible d'être un loisir pour moi, c'est-à-dire qu'il m'enlevait tous mes livres, les CD, tout ce qui était musique, et donc il m'enfermait dans ma chambre quelques heures. Des années de violence qui se déroulent dans le plus grand silence. Silence à la maison, où le père frappe sans jamais crier. Silence dans la famille, où la sœur et la mère n'osent pas s'interposer. Et le tabou s'étend même à tout le village, car le père de Céline est un homme influent. Alors, personne ne semble voir les indices laissés par la petite fille. Souvent, j'allais pas en gym ou à la piscine. Ça, c'est vrai que ça aurait pu alerter, mais encore une fois, le fait d'être dans un petit village où donc mon père était directeur de l'usine, où pratiquement tout le monde travaillait à l'usine, pratiquement tous les parents de mes amis et les conjoints de mes profs. Et donc, ce que disaient les profs, notamment le prof de gym, c'est « Ah oui, tu te permets de pas venir à mes cours parce que tu es la fille du directeur ». Les gens plaçaient ça à ce niveau-là et se sont jamais posé la question de savoir si peut-être il y avait des soucis à la maison. Personne n'ose parler, pas même le médecin de famille qui voit les bleus mais qui se tait. Entre nos tables, le secret est bien gardé. Arrivée à l'adolescence, Céline n'a toujours aucun moment de répit. Elle vit la peur au ventre, dans l'indifférence générale. Le pire, c'était vraiment le vendredi soir où il y avait 2 jours. Et ça, c'était terrible pour moi. C'était 2 jours où je me disais, voilà, s'il m'arrive quelque chose, est-ce que quelqu'un va s'en rendre compte le lundi matin? Est-ce que si je suis pas à l'école lundi, il y a quelqu'un qui va appeler les pompiers ou la police? Est-ce que quelqu'un va venir me chercher, quoi? Et le plus dur à supporter, c'est ça. C'est pas la privation de nourriture, c'est pas les coups, c'est cette terreur, cette peur de mourir, en fait, quotidienne. Heureusement,
un événement va venir changer le cours des choses. La famille de Céline déménage dans une ville où le père n'a plus la même influence. Rapidement, les langues se délient. Et c'est l'infirmière du lycée qui va repérer la souffrance de Céline. On voyait d'emblée que Céline allait mal. Moi, quand elle est arrivée en seconde, c'était évident que c'était une gamine qui n'allait pas bien, qui était en souffrance. Je n'en connaissais pas la raison, mais c'était évident qu'elle allait mal. Déjà, elle était d'une maigreur extrême, donc l'anorexie était plus qu'une suspicion d'emblée. Mais Céline a du mal à se confier et elle refuse de faire un signalement. L'infirmière mettra plus d'1 an à la convaincre de parler. Il s'était visiblement passé quelque chose le week-end qui fait qu'elle était complètement démontée le lundi matin. Et donc elle est venue, elle m'a dit « bon ça y est, je suis prête, on le fait ». Céline accepte de faire un constat de coup avec le médecin scolaire. Un signalement est envoyé à la justice qui décide de la placer en urgence. Le père de Céline sera condamné à 2 ans de prison avec sursis et à une obligation de soins. Pour Céline, comme pour beaucoup d'autres enfants maltraités, l'infirmière scolaire, c'est celle à qui l'on se confie, celle à qui l'on envoie des signaux. Venir à l'infirmerie, de toute façon, c'est jamais anodin. Même quand on dit oui, les élèves ils vont à l'infirmerie pour sécher les cours. Non, si on sèche un cours, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand on vient à l'infirmerie, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas et dont on souhaite parler. Même si ce n'est pas facile d'en parler, même si ça demande des semaines, des mois avant de pouvoir dire ce qui ne va pas. Cette patience, ce courage, tous les professionnels de santé ne l'ont pas. Céline a pu le constater en tant que victime, mais aussi en tant que médecin. Malgré des années difficiles, ballottée de foyer en foyer, la jeune fille a réussi à atteindre son objectif. À 26 ans, elle est désormais interne dans un hôpital près de Paris. Et là, ça va mieux au niveau de la douleur ou c'est toujours gênant? Désolée, j'ai les mains un peu froides. J'ai toujours voulu faire médecine depuis petite. Et ça a été un objectif que j'ai tâché de ne pas perdre de vue pour pas lâcher, en fait. C'est vrai que puisque j'avais ce rêve, en fait, je me suis accrochée. Ça m'a vraiment aidée à m'accrocher. C'était ma béquille à moi pendant toutes ces années. En fait, elle va avoir une consultation de chirurgie vasculaire le 25. Je lui ai demandé parce qu'elle a un anévrisme, en fait. Passée de l'autre côté du miroir, Céline se retrouve de nouveau confrontée à la maltraitance. Alors qu'elle est interne aux urgences, elle est amenée à examiner un enfant qui présente des traces de coups. Il était 10 h le soir et c'est moi qui ai vu cet enfant. Et j'en ai parlé à mes supérieurs, enfin à mes chefs, qui m'ont dit « Ouh là là, pas à cette heure-là, enfin, c'est vraiment pas à nous de voir ça, c'est à l'assistante sociale, nous on gère pas quoi. » Céline se retrouve donc seule face à ce cas. Et malgré son parcours, elle est démunie. Donc je ne savais pas du tout moi-même voilà, à qui envoyer le signalement, quels étaient les numéros de téléphone à joindre. Donc j'ai appelé le commissariat de la ville, ils m'ont donné des infos. Ça a été hyper compliqué, j'ai pu faxer le signalement à 3 h du matin. Une procédure encore mal connue qui n'incite pas les médecins à signaler les cas de maltraitance. Le combat, ce serait que les internes soient très sensibilisés à la chose parce qu'il y en a bien plus qu'on ne croit, qu'ils aient une bonne formation et qu'ensuite signaler pour eux, ce soit quelque chose de beaucoup plus simple, qui soit un peu comme un réflexe, quoi. Méconnaissance de la procédure, méfiance face à la machine judiciaire, la maltraitance fait peur aux médecins. Oui, t'es pas contente, bien sûr. Elle est particulièrement difficile à gérer pour ceux qui exercent en cabinet. Trop proche de la famille, sans collègues à qui parler, ni hiérarchie pour les protéger,
ils hésitent parfois à solliciter la justice. Le docteur Chémol est pédiatre en région parisienne. Il a été confronté à cette solitude au tout début de sa carrière. T'as pas fini, allez. C'était il y a près de 30 ans. En plein été, une mère amène sa fille de 7 ans pour une inflammation de la vulve. Une pathologie banale pour laquelle le docteur Chémol réalise un prélèvement qu'il envoie au laboratoire. Et à ma grande surprise, quelques jours après, un biologiste m'a téléphoné en me disant qu'il était surpris d'avoir retrouvé des spermatozoïdes dans ce prélèvement. Quand j'ai demandé par contre au biologiste qu'il écrive noir sur blanc ce résultat, il m'a fait comprendre qu'il ne l'écrirait pas. L'enfant est donc visiblement victime d'agression sexuelle. Mais le biologiste refuse d'en donner la preuve. Le docteur Chémol, qui voit cette patiente pour la première fois, décide d'appeler le médecin de famille de la petite fille. Je me suis permis de téléphoner à ce médecin et il m'a fait comprendre qu'il y a des erreurs qui pouvaient arriver dans les laboratoires et que c'était sans doute une erreur. À l'époque, le docteur Chémol est persuadé qu'il faut une preuve pour alerter la justice. Sans les résultats du laboratoire, il reste donc sans rien faire. En retournant cette histoire dans ma tête, je pense que cette mère était peut-être au courant et qu'elle venait me voir en profitant des vacances pour quelqu'un accroche cette histoire, ce que je n'ai pas pu faire de manière correcte. Et donc c'est resté pour moi un élément sans doute de culpabilité, mais aussi d'incompétence dans ce domaine. Comment expliquer un tel déni de la part du biologiste et du médecin de famille? Bien, je pense qu'ils ont peur de se tromper, je pense, d'entraîner éventuellement peut-être les familles dans quelque chose d'extrêmement délétère si en fait il n'y a pas de maltraitance. On est pris dans quelque chose d'extrêmement singulier qui va à l'encontre de ce que nous sommes, c'est-à-dire comment des parents peuvent être maltraitants alors qu'ils viennent demander la santé pour leur enfant. Les médecins craignent donc de se tromper et d'accuser les parents à tort. Pourtant, la loi est claire. Elle les oblige à protéger le mineur et à signaler les sévices dont il est victime. Pour ce faire, le code pénal les délits du secret professionnel. Pour aider les médecins à se protéger du signalement abusif, le gouvernement a même mis en place un formulaire type. Il y est écrit que le praticien doit se contenter de décrire les lésions sans en préjuger l'origine, c'est-à-dire sans en désigner l'auteur. Dans ce cas, aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée contre le médecin. Tabous, préjugés, de nombreux enfants maltraités restent donc inconnus, emmurés dans leur silence. Et même lorsque la victime fait l'objet d'un signalement, elle n'est pas encore sortie d'affaire. Il faut aussi que l'enquête soit bien menée. Une enquête qui commence par une étape très délicate, recueillir la parole de l'enfant. Sais-tu pourquoi tu es ici? Oui. Alors, vas-y, raconte-nous pourquoi. Parce que mon père a fait beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire. Comme cet enfant, 150 victimes ont été entendues dans cette structure, créée il y a 2 ans au sein de l'hôpital de Nantes. Au lieu d'être auditionné dans un commissariat classique, le mineur est reçu dans cette salle, muni d'une caméra et d'une glace sans teint. Ici, gendarmes et soignants travaillent main dans la main. L'enfant est d'abord accueilli par une puéricultrice qui le met en confiance. Et puis dès que c'est fini, on te retrouve. D'accord? On va pouvoir te laisser aller de l'autre côté. Hein? Puis Sophie va te rejoindre. Tu t'installes dans le même fauteuil? On peut y aller, ok? Un gendarme va maintenant procéder à l'audition.
De l'autre côté de la vitre, les enquêteurs peuvent intervenir à tout moment. Hop, voilà. Ça va? Donc je te réexplique. Il y a les micros, il y a la caméra qui est là. Et tout ce qu'on va se dire, ça va rester entre nous. On est d'accord? Donc on est dans le secret de l'enquête, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Pour une fois, le médical et le judiciaire ont décidé de travailler ensemble et d'échanger leurs impressions. Un gain de temps énorme et de meilleures chances de résultats pour l'enquête. Auparavant, les enquêteurs recevaient le rapport d'expertise bien après l'examen médical et ne voyaient pas le médecin. Donc ils avaient ces rapports d'expertise avec des mots techniques qu'on ne comprend pas toujours. Et donc le fait de pouvoir parler directement avec le médecin de l'affaire qui est en cours, du mineur, eh bien, ça permet de comprendre en fait ce qui s'est vraiment passé et ce que le mineur a vécu. Et si l'enfant a besoin de soins ou d'une expertise médicale dans le cadre de l'enquête, il est examiné ici. Tout se fait au même endroit, dans l'intérêt de la victime. On sait qu'un enfant qui doit être entendu, mais avec toute la bienveillance des enquêteurs, s'il est entendu dans un lieu où il peut croiser des personnes menottées, où il peut croiser des personnes qui crient, donc se sentir du coup en insécurité, un lieu où il peut croiser aussi un présumé auteur, eh bien on peut ajouter là du surtraumatisme. L'enfant étant accueilli dans de meilleures conditions pour lui, va aussi parler plus facilement, être en confiance plus facilement, et du coup les réponses apportées aux gendarmes dans leur audition vont être de meilleure qualité. Un dispositif particulièrement utile dans le cadre d'agressions sexuelles, très pénible à raconter. Cette audition date de l'année dernière. Ce garçon, âgé de 9 ans, a subi des violences sexuelles et physiques de la part de son père. Et après, mon père me tape dessus, tout le temps quand il boit. Puis c'est pas semaine par semaine, c'est tous les jours. C'est pratiquement tous les jours. Qu'est-ce qu'il te donne? C'est quoi qu'il te donne? Des coups de poing, coups de pied, claques, partout. Sur tout le corps? Oui. D'accord, continue. Le gendarme est spécialement formé pour ces auditions. Il sait libérer la parole sans jamais brusquer l'enfant. Ma mère, en fait, elle a fait une crise cardiaque. Et en fait, quand il boit, après, il va faire des trucs, il fait des trucs pas bien. Comme quoi? Bah, comme par exemple toucher la foufoune ou je sais pas moi. Et moi, il m'a en fait une nuit, il m'a enlevé de la couche parce que je porte des couches et il m'a trifouillé le zizi. En une demi-heure, l'enfant aura révélé tous les sévices dont il est victime depuis des années. Son père, lui, sera entendu dans la foulée. Moins traumatisante, plus efficace, ces unités ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, il y en a une quarantaine en France. Je te remercie. Tu as bien parlé. Hein? Fin de l'audition. Quand les faits constatés sont graves et nécessitent une intervention en urgence, c'est la justice qui s'en charge. Mais dans tous les autres cas, ce sont les services sociaux qui mènent l'enquête. Un voisin qui entend crier des enfants, un professeur qui trouve que son élève a un comportement étrange. C'est aux assistantes sociales d'évaluer le danger. Pour cela, elles ont un outil précieux, la visite à domicile. Bonjour Madame Rousseau, l'assistante sociale. Oui. Je peux entrer? Séverine travaille dans le nord de la France. Elle a reçu une information préoccupante concernant cette famille. Les parents souffrent de problèmes d'alcool. Ils se disputeraient violemment en présence de leurs 4 enfants. Donc, dans ce cadre-là, vous comprenez que je suis là en fait pour évaluer l'impact du conflit qu'il y a entre vous et monsieur, et voir un peu si effectivement les enfants rencontrent des difficultés par rapport à ça et est-ce qu'ils auraient besoin d'aide. Moi personnellement, l'assistante sociale profite de l'absence des enfants, tous à l'école, pour tenter d'en savoir plus. Récemment, ils auraient été témoins de violences physiques. Et ce qui leur a le plus choqué, c'est que, en fait, j'étais assis sur le rebord de mon lit. Je faisais un câlin à mon fils parce que mon fils avait peur. Et il est arrivé, il m'a carrément soulevé par les cheveux, il m'a claqué dans le meuble, dans la télé. Et là, quand ils ont vu ça, ils ont vraiment été
Ils ont vraiment pris peur, quoi. Dans ces conditions, cette mère de famille n'a qu'une crainte, qu'on lui retire ses enfants. Si ça persiste à avoir des interventions de la gendarmerie, les services sociaux vont s'en mêler et là, mes enfants risqueraient d'être placés parce qu'ils n'ont pas à vivre tout ça. En cours d'entretien, le mari arrive. L'assistante sociale s'empresse de l'intégrer à la discussion. Vous avez une relation difficile avec vos enfants? Ça a toujours été difficile pour vous? Mais le mari refuse de parler en présence de sa femme. Il quitte rapidement la pièce. Alors, vivement que ça s'arrête même. Bah non, pourquoi tu pars? Parce que ça me demande encore. Oui, on fait juste que discuter, monsieur. Enfin, moi, je veux juste avoir... Ou alors à part. D'accord. Après, c'est... La discussion est impossible. L'assistante sociale devra voir le mari séparément. Ah bah, mais bah, regarde, pourquoi tu t'énerves? Ah, parce que de entendre ça, ça me... Bon, j'en verrai quelque chose. C'est la vérité. À l'issue de sa visite, l'assistante sociale est inquiète. Dans quelques jours, elle ira voir les enfants directement à l'école pour entendre leur version des faits. Est-ce que pour vous, il y a un danger potentiel par rapport aux enfants? On va dire peut-être danger du fait de l'alcoolémie des parents, hein, puisqu'il y a de la violence conjugale. Donc qui dit violence, s'il y a des coups, des objets qui sont jetés en présence des enfants, ça peut effectivement être dangereux. Comment démêler le vrai du faux entre le discours du père et celui de la mère? Comment appréhender l'intimité d'une famille en quelques jours? Ce travail, très délicat, prend du temps. Or, les travailleurs sociaux sont débordés. D'accord, je peux plus rien faire. Ça peut être difficile de déterminer si un enfant est en danger, quoi. C'est pas évident. Il faut du temps, il faut gagner la confiance également des gens et en plus en fonction du nombre de situations qu'on a à traiter, notamment dans le cadre de l'enfance. Pour exemple, on peut avoir 10 évaluations enfance en cours à gérer, donc c'est vrai que c'est difficile dans notre planning puisque nous ne traitons pas que l'enfance, c'est vrai que ça peut être très difficile à gérer. Car les enfants en danger ne représentent qu'une petite partie de l'activité des assistantes sociales. Vous savez pourquoi je viens, maman? Oui. Je vous ai eu au téléphone et qu'on en avait déjà parlé avant. Elles doivent donc évaluer des situations complexes, en peu de temps, mais aussi avec des pouvoirs très limités. On peut aller voir un petit peu l'organisation. Si les familles ne veulent pas ouvrir leurs portes, si elles refusent de montrer la chambre de l'enfant, l'assistante sociale ne peut rien faire. On peut allumer la lumière? Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière à l'escalier? Vous montez pas, s'il vous plaît. Vous avez entendu? Oui. En cas de refus, l'assistante sociale doit tout de même en rendre compte à la justice, qui décidera alors des suites à donner. En manque de moyens, les travailleurs sociaux sont pourtant ceux qui évaluent la plupart des cas de maltraitance en France. Un système qui ne fonctionne pas selon les associations de défense des droits de l'enfant. Les moyens sont mal répartis. C'est-à-dire qu'il faudrait que les travailleurs sociaux ne travaillent pas entre 9h et 17h. Il faut que les travailleurs sociaux passent dans les familles le soir, soient présents le week-end, soient présents pendant les vacances. Combien d'enfants sont maltraités et meurent pendant les vacances? Toutes les situations les plus dramatiques. Regardez pourquoi il y a une poussée pendant les vacances de mauvais traitements, parce que justement, il n'y a pas de suivi social. Souvenez-vous du petit Lorenzo, qui est mort alors qu'il y avait une décision d'une enquête. 6 mois après, l'enquête a démarré et l'enfant était mort. Des services sociaux qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas pu intervenir à temps. C'est l'une des failles du système. Mais comment expliquer un tel dysfonctionnement ? En 2007, une loi a remis à plat toute l'organisation de la protection de l'enfance. Elle a donné plus de responsabilités aux services sociaux du département, en pensant être au plus près des familles. Malheureusement, si les responsabilités ont été accrues, l'argent, lui, n'est jamais arrivé. La loi de mars 2007 prévoyait un fonds de 150 millions d'euros.
Mais 4 ans plus tard, les crédits manquent toujours. Fabienne Thiriot était en charge de cette loi. Pour elle, ce manque de moyens, c'est la preuve que le gouvernement actuel a d'autres priorités. Parallèlement, le même jour, le 5 mars 2007, a été adoptée une autre loi, la loi dite prévention de la délinquance, qui elle aussi, du coup, prévoyait un fonds de la délinquance et qui a été doté quasiment dès le lendemain à hauteur des crédits souhaités. Voilà, donc ça nous a effectivement aussi interrogés sur ces deux objectifs, qui à la fois la délinquance et la protection de l'enfance, et la protection de l'enfance qui a semblé pour beaucoup comme le parent pauvre. Sans argent, la loi de 2007 n'est donc toujours pas appliquée. Résultat, la prise en charge des cas de maltraitance est retardée. De plus en plus, les dossiers arrivent au dernier moment sur le bureau du juge des enfants. Il doit alors parer au plus pressé. C'en est où avec ta maman? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va... Ça va mieux. Et là, quand tu parles avec ta maman, est-ce que ça se passe calmement ou est-ce qu'il y a encore... Non, là, ça se passe calmement. D'accord. Il y a quelques mois, cette jeune fille de 17 ans a été mise à la rue par sa mère. Sans domicile, Karine a été placée en urgence. Un thérapeute, en tout cas. Le sens du placement, c'était effectivement de te permettre d'être extrait du conflit avec ta maman, parce que c'était très compliqué. Aujourd'hui, la mère de Karine n'est pas venue. La jeune fille est accompagnée d'une éducatrice et d'une assistante sociale. Lors de ce rendez-vous, le juge des enfants doit décider de poursuivre ou non le placement. Qu'est-ce que tu souhaites? Rentrer chez maman, non. Rester placée? Non, je préfère rester placée, je préfère pas rentrer. Pour quelle raison? Là, je trouve que c'est mieux parce que je sais si je rentre, ça va encore recommencer. Je connais très bien ma mère. Tu penses que c'est fragile? Oui, je vais pas rentrer. Je préfère rester placée. Le conflit entre la mère et la fille n'étant pas réglé, la juge décide de renouveler le placement de Karine pour 1 an. Dans cette année, je souhaite qu'il se passe des choses. Alors, pour toi, dans ta relation avec ta maman, on se reverra dans 1 an normal. Au revoir. Si Karine a bénéficié d'une place en urgence dans un foyer, les listes d'attente sont souvent très longues, que ce soit pour un placement ou pour obtenir une aide à domicile. À ce stade, le problème majeur, c'est le délai d'application des décisions du juge. Là, on prononce une décision, on reçoit la famille, on leur dit on va vous faire suivre par un éducateur pour vous apporter du soutien. Et en fait, on peut avoir 6 mois, même parfois 1 an, avant que la mesure puisse être attribuée à un travailleur social. C'est compliqué. C'est compliqué pour moi de leur expliquer, il y a des listes d'attente, mais parce que les travailleurs sociaux sont débordés ou ont trop de familles, et pour moi, c'est aussi compliqué. J'ai pas de réponse satisfaisante à leur apporter. En France, un enfant en risque de maltraitance peut donc attendre 6 mois, voire 1 an, sans recevoir de l'aide. S'il est évident que les mauvais traitements sont difficiles à repérer, s'il n'y a pas de risque zéro, des professionnels plus nombreux et mieux formés permettraient d'éviter des drames trop fréquents. Mais les associations de défense de l'enfant dénoncent une absence totale de volonté politique. Il y a des coupables qui sont les parents, les compagnons, les violeurs. Ce sont d'abord les premiers coupables. Mais aujourd'hui, les instances gouvernementales et les administrations deviennent aussi coupables parce que c'est de la non-assistance à enfants en danger. Étymologiquement, le mot « enfant » signifie celui qui ne parle pas. Sans voix, est-il pour autant condamné à souffrir en silence? La maltraitance des enfants est un drame qui nécessite une prise de conscience, au-delà de l'émotion ponctuelle provoquée par un fait divers. Car les victimes sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense. Dans tous les milieux sociaux et dans presque tous les cas, ce sont les parents qui maltraitent
dans le silence du huis clos familial. Voilà, de retour sur le plateau d'enquête de santé en direct, évidemment pour répondre à toutes vos questions sur l'enfance maltraitée. Alors avant de commencer et de vous présenter nos invités, nous voulions vous donner des nouvelles de la petite Léa qui était hospitalisée à l'hôpital Necker. Après une intervention, Léa est rentrée à la maison sous contrôle de la PMI, donc sous contrôle de soignants spécialisés. De l'enquête, pour l'instant, il n'est rien ressorti. On ne sait toujours pas ce qui s'est véritablement passé. Et médicalement, il est encore trop tôt pour savoir quelles séquelles la petite fille gardera éventuellement de ces événements. Dans les autres affaires, celles d'Enzo et de Bastien, les audiences n'ont pas encore eu lieu. Nos invités, Michel. Nos invités, Dr Caroline Ressalmon, pédiatre et médecin légiste à l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu d'Assistance publique des Hôpitaux de Paris, Fabienne Quiriot, directrice générale de la CNAP, Convention nationale des associations de protection de l'enfant, Jean-Pierre Rosenweg, président du tribunal pour enfants de Bobigny. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec nous, Céline, bonsoir. On vous a vu dans ce documentaire et on va bien sûr avec vous revenir sur votre histoire personnelle, très douloureuse. On va en reparler tout à l'heure, mais je voudrais juste avoir votre réaction sur ce que vous venez de voir. La chose que je trouve très frappante dans ce documentaire et qui fait un peu l'état des lieux de la maltraitance actuellement, c'est la réaction de la secrétaire d'État chargée de la famille, qui nous fait une phrase parfaitement pertinente sur le problème de la maltraitance. Et je trouve que quand on entend cette réaction, on se dit que finalement le gouvernement porte bien peu cas de la maltraitance des enfants. Et enfin moi, c'est ce qui me frappe. Ça vous a choqué, ces propos? Oui, ça me choque parce qu'elle n'a vraiment pas du tout l'air de savoir de quoi on parle, de combien d'enfants on parle. Et le dit effectivement qu'à partir d'un enfant victime, voilà, c'est déjà trop. C'est bien, sûr. C'est très pertinent, mais ça ne fait pas beaucoup avancer le débat. Et le problème, c'est que c'est, à mon avis, un très grand problème de santé publique, parce que c'est des enfants qui ensuite... qui vont ensuite être pris en charge par la société, qui vont être placés, qui pour la plupart vont avoir des gros problèmes psychologiques, des séquelles physiques, qui peuvent devenir délinquants. Enfin, je veux dire, en termes de santé publique, ça a un coût et il y a un nombre de morts qui est très sous-estimé. Et donc, je pense que le gouvernement devrait vraiment prendre la mesure de ce drame. Et ça m'inquiète un petit peu de voir que des gens qui sont chargés de ce dossier ne sont pas capables de plus de pertinence. Un nombre de morts sous-estimé, notamment chez les tout-petits, effectivement. Beaucoup de SMS, évidemment, vous en doutez, qui nous arrivent. Le premier va nous permettre déjà de rappeler quelque chose. On nous demande que faire face à un père qui crie tout le temps, qui traumatise son enfant de 12 mois et qui lui donne des petites fessées. Avant d'avoir votre opinion, on vous rappelle bien qu'il n'est pas question ici de traiter des dossiers, que si vous avez des sentiments, des angoisses, des impressions, etc., vous contactez le 119 où vous pourrez avoir des renseignements et vous pourrez éventuellement faire des signalements si vous le jugez nécessaire, mais c'est certainement pas nos invités qui vont répondre directement à des questions. Là, c'est intéressant parce que ce père donc, qui crie, qui traumatise son enfant de 12 mois et qui lui donne des petites fessées, je pense qu'on teste un peu la limite entre ce qui est une maltraitance et ce qui n'en serait pas encore une. Est-ce qu'il y a une limite qui existe? Est-ce qu'il y a un pas qui est franchi à un moment? Les limites ne sont pas faciles forcément à cerner parce que la maltraitance se déroule souvent en silence, dans le silence de l'intimité familiale et qu'il y a peu d'observateurs de ce qui se passe. Alors déjà, si quelqu'un voit des choses qui lui paraissent dangereuses pour un enfant, je pense que là, on a atteint les limites. Est-ce que les violences psychologiques sont aussi destructrices que les violences physiques, Evelyne? Vous, en tant que médecin, de ce que vous voyez, c'est vrai que le physique est ce qu'il y a malheureusement de plus peut-être spectaculaire, entre guillemets, mais les conséquences? Il y a toujours de la violence psychologique dans les violences, quelles qu'elles soient. Déjà, ça c'est un premier point, je crois. Les violences psychologiques sont difficiles à repérer. C'est les plus difficiles à repérer parce qu'on repère les coups, les bleus, les hymens déchirés, les choses comme ça, les bébés secoués. Mais c'est très difficile à estimer. Et je pense particulièrement, on pense souvent aux très jeunes enfants, mais je pense particulièrement aux adolescents. Parce qu'il y a beaucoup d'adolescents victimes de mauvais traitements, victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques, et dont on pense toujours qu'ils ont des possibilités de recours extérieurs.
et qui n'en ont pas forcément. Voilà. Et les jeunes que vous voyez, Jean-Pierre Rosenberg? Oui, certains sont victimes de violences psychiques, comme vous dites. Je voudrais prendre un petit peu de recul pour répondre à votre question, notamment pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas le sujet. Ils pourraient croire, parce qu'on est des spécialistes, qu'on est dans une science qui est achevée. La France n'est pas un niveau de connaissance, de culture sur la maltraitance qui soit très très élevé. Je dis souvent en plaisantant sur un sujet qui ne mérite pas de plaisanterie que dans 20 ou dans 30 ans, quand on parlera de cette époque-ci, on parlera du néolithisme. Je voudrais illustrer mon propos. Mais pour le dire, je rappelle, j'ai rédigé les circulaires sur l'enfance maltraitée en 82-83. Et puis comme magistrat, j'ai suivi toutes ces questions de longue date et dans des responsabilités politiques, associatives et professionnelles. Jusqu'aux années 80, on était convaincus qu'il n'y avait pas d'enfants maltraités en France. Tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Il a fallu le docteur Strauss et la Fondation pour l'enfance pour réveiller la France. Il y a l'enfant du placard, 1982, qui en sortant de son placard a mis, je veux dire, le problème sur la table, si je puis me permettre cette expression. C'est seulement dans les années 85-86 qu'on a réalisé qu'il n'y avait pas seulement des violences physiques, mais qu'il y avait des violences sexuelles. J'ai rédigé les circulaires et le mot sexuel ne se trouve pas dans les circulaires de 83. On m'avait dit à l'époque c'est trop tôt d'en parler. Attends qu'on ait des éléments, qu'on ait des politiques à proposer. Il ne suffit pas de dénoncer sous la parole publique, il faut proposer des politiques. Il a fallu attendre les années 89-90 pour qu'on réalise qu'il y avait des violences, pas seulement dans la famille, mais dans les institutions. C'est le travail de Stanislas Tomkiewicz, qui maintenant est décédé, avec Pascal Vivet, qui ont montré cette réalité. C'est le travail qui a été impulsé par Martine Aubry pour qu'il y ait des inspections dans tous les établissements. On sait bien qu'il n'y aura pas une inspection avant 50 ans dans tel ou tel établissement, parce qu'on n'a pas les moyens de faire ces inspections. Puis maintenant, on est effectivement à découvrir qu'il y a aussi des violences psychiques, mais qu'il y a des violences psychiques dans les violences physiques. En d'autres termes, on est sur un sujet où, j'allais dire, on réfléchit en marchant. Deuxième remarque d'ordre général par rapport au film. Là encore, au risque de choquer, je vais prendre le problème à l'inverse. On a l'impression, en voyant ce film, que rien ne fonctionne dans ce pays. On voit tous les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Il faut aussi montrer... On dit qu'on peut faire mieux. Non, oui, on peut faire mieux, oui, j'entends bien. Mais il faut aussi dire à ceux qui nous regardent, on va y passer du temps, à réfléchir sur pourquoi ça dysfonctionnait, comment on pourrait améliorer. Incontestablement, et autour de la table, il y a des gens qui se battent tous les jours pour améliorer le dispositif. Mais dans le même temps, il faut dire que ce dispositif, il sauve tous les jours beaucoup d'enfants qui auraient pu être maltraités et qui ne le sont pas, qui auraient pu rester maltraités et qui ne le sont plus. Alors effectivement, on est sur une matière qui est très difficile. Le premier sujet, j'ai terminé, c'est le diagnostic. On l'a vu dans la première séquence qui a été faite, puis avec des erreurs de diagnostic. Il y a parfois, c'est très difficile, quasiment impossible de faire le diagnostic, parfois on n'est pas bon et on peut se tromper. Et nous pointons évidemment dans nos enquêtes ce qui ne va pas, hein, c'est le but de ces enquêtes. En même temps, on voit bien que Céline a été pratiquement sauvée grâce à une femme qui a manifestement été formée à dépister la maltraitance. C'est un exemple. Voilà. Alors on a Lucie qui nous dit une femme meurt tous les 3 jours, soit 121 femmes par an, 700 décès d'enfants par maltraitance et aucune mobilisation. C'est vrai que par exemple, Fabienne Quiriot, la dernière étude de l'INSERM montrait que un tout petit, enfin à moins de 4 mois, un tiers des enfants de moins de 4 mois qui étaient morts, soi-disant de mort accidentelle, en fait, avaient été victimes d'homicide. Et à moins que j'ai mal étudié ce dossier, il y a très très peu d'études de cohortes, ce qu'on appelle de cohortes, qui vont prendre des nouveau-nés et les suivre pendant des années pour voir comment s'est déroulée une maltraitance, etc. C'est quand même là, il y a un retard effectivement qui est important. Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'ensemble de la protection de l'enfance, et pour tout ce qui concerne les violences faites aux enfants, pour tout ce qui concerne notamment les violences faites aux tout jeunes enfants, nous manquons étonnamment de données. Mais ça, c'est une caractéristique. Sans doute, il y a de grands progrès à faire. Et je crois que si nous voulons asseoir une véritable politique publique en direction de l'enfance en danger, il est temps d'avoir si vous voulez, des dispositifs. Alors, il y a bien sûr, il y a l'Observatoire national de l'enfance en danger, là, qui est relié ce soir, l'ONED. C'est déjà une très grande avancée. C'est très récent, effectivement. C'est 2004, l'ONED. C'est une spécificité française, ce manque de chiffres, ce manque de statistiques. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ailleurs, en Europe, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre, ils ont des chiffres, eux? Oui, ils sont en tout cas mieux dotés que nous. Nous sommes toujours en peine. Moi, je pourrais expliquer le contexte, par exemple, de la loi de 2007, à laquelle j'ai beaucoup participé. Nous étions complètement démunis
pour avoir finalement des indicateurs sur quelle est l'importance aujourd'hui des types de violences, quelles sont les classes, finalement les classes d'âge les plus malmenées. C'est l'éternelle question et nous devons finalement être toujours sur des approximations. Je vous dirais qu'aujourd'hui, il y a à peu près 270 000, 280 000 enfants protégés. Il y en a 18 000 qui sont sans doute maltraités. Donc nous sommes là dans l'extrême pointe de l'enfance en danger. Mais nous avons toujours du mal à vraiment recenser tout ça. Alors peut-être que justement l'ONED permettra petit à petit, parce que c'est un observatoire qui s'installe, qui commence vraiment à nous aider pour avoir une distinction sur tous ces phénomènes. Mais nous espérons vraiment, et au-delà même de l'enfance en danger, ce dont nous manquons, c'est un observatoire national de l'enfance, tout simplement. Oui. J'ajoute, un fait historique. Je dirigeais l'Institut de l'enfance et la famille en 1984. On a impulsé les premières recherches sur l'enfance maltraitée, sur fonds publics, qui ont débouché après, effectivement, sur les travaux de l'ONED. Il n'y a pas d'argent qui soit mis dans la recherche et dans le champ du social. Et effectivement, il n'y a pas d'argent en plus, Madame Quiriou le dit très bien dans le film, qui a été mis en application de la loi, la loi a été votée à la quasi-unanimité. Mais l'argent n'a pas suivi. Mais l'argent n'a pas suivi. Alors, question intéressante de Janine qui nous dit, est-ce qu'un enfant qui vit dans un logement insalubre, est-ce de la maltraitance? On imagine qu'il y a aussi des conditions de vie qui font qu'il n'y a pas d'intention, donc c'est pas forcément la maltraitance. Et est-ce qu'on peut du coup aussi bien rappeler à cette occasion que la maltraitance survient aussi bien dans les familles aisées que dans les familles en précarité? Tous les milieux sont concernés, tous les milieux socio-économiques, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on les repère beaucoup plus dans les milieux défavorisés que dans les milieux favorisés. Et deuxièmement, la réponse se fera plus souvent de manière coercitive en France. Enfin, quand c'est des milieux défavorisés, parce qu'il y aura une réponse à travers l'intervention de la brigade des mineurs et le placement à l'aide sociale en France. Et quand c'est des milieux favorisés, ça se terminera chez un psychanalyste et en Suisse. Il ne faut jamais oublier ce détail. C'est très important. Les questions qui arrivent là, du style est-ce que vivre dans un logement insalubre, c'est de la maltraitance, c'est probablement, et il y en a plein, des questions de gens qui se posent eux-mêmes des questions sur ce qu'ils ont vu chez les autres et qui se demandent s'il faut dénoncer ou pas. Et on va y revenir, bien évidemment. Dénoncer, non. Essayer de... Non, mais il se pose la question de savoir si c'est de la maltraitance, ne pas rester indifférent. Mais... Enlevons le mot dénoncer parce qu'il fait très mal ce mot dénoncer. Oui. Il s'agit de ne pas rester indifférent. Signaler. Oser parler un certain nombre de choses. C'est ce qu'on disait il y a 20 ans, il faut continuer. Mais dénoncer, non. Ça, on n'est pas signaler. Non, mais c'est pas vous. Céline, on a bien entendu dans le document que vous évitiez d'aller en cours de sport, d'éducation physique, de natation, etc. Mais vous avez l'impression que personne n'avait repéré, je ne parle pas de votre mère et de votre sœur, que personne n'avait repéré ce que vous viviez. Ah oui, je pense, venant d'une famille aisée, et respectable, exactement. Si on peut dire ça comme ça. Et donc, venant d'une famille aisée, je pense que les gens autour ne s'imaginaient pas que ça pouvait exister. Il y a quand même en France et ailleurs, je pense, un gros a priori sur le fait que la maltraitance arrive dans les familles défavorisées. Alors, c'est sûr que les statistiques sont plus en faveur de maltraitance qui arrivent dans les familles défavorisées. Mais pourquoi? Tout simplement parce que c'est des familles qui, de base, sont plus suivies par les services sociaux. Donc, de fait, les chiffres sont plus élevés. Mais je pense qu'il y a vraiment une maltraitance dans tous les milieux, mais qu'elle est encore plus taboue dans les milieux aisés. Pourquoi vous avez mis autant de temps, même pas pour parler, mais pour mettre presque un mot sur ce que vous viviez? Est-ce que ça a été long, cette démarche-là? Moi, je savais que vous étiez, enfin, même si ce n'est pas ce mot-là, vous saviez que vous étiez victime de maltraitance? Oui. Moi, je le savais depuis toute petite que la situation que je vivais n'était pas normale. Je vivais en permanence avec la peur de mourir. Et notamment, quand Martine Brousse parle du problème des vacances et des week-ends, je partage son avis. Moi, j'avais très peur le vendredi soir en rentrant de l'école de plus être là le lundi matin. Et les vacances, pour moi, c'était terrible parce que je me disais, je serais toute seule. S'il m'arrive quelque chose, il n'y aura personne pour s'en rendre compte. Vous en parliez à votre mère? On n'en parlait pas trop, non. Vous lui cachez? Oui, voilà. Je voulais pas la faire souffrir et donc on n'en parlait pas. Chez nous, tout était passé sous silence, quoi. Donc je lui montrais pas vraiment ma souffrance. Et à l'école, c'était pareil. J'étais très bonne en classe. J'étais plutôt rigolote. J'étais pas l'archétype de l'élève en difficulté. Et c'est vrai que du fait de la position de mes parents, jamais personne n'a
voulu voir où on s'est dit si c'est possible que ça existe. Vous voyez comme ça les enfants qui protègent l'autre parent, celui qui n'est pas maltraitant. Beaucoup les enfants protègent leur famille, protègent leurs parents parce ils sont dans un conflit de loyauté vis-à-vis de leurs parents. À la fois, les parents sont maltraitants, mais en même temps, ils aiment leurs parents. Il y a des choses qu'ils aiment faire avec leurs parents qui sont agréables. Donc c'est très difficile pour les enfants. Pas linéaire et pas simple. Et pour prolonger, on le voit sur les violences sexuelles. On voit à un moment donné qu'un enfant, un garçon, une fille, peu importe, ne peut plus supporter et trouve injuste ce qu'il vit sur le plan sexuel. Parfois, c'est quelqu'un qui s'en aperçoit et qui le dit à sa place. En tout cas, ça va déclencher une sorte de cataclysme. Et quand il pense qu'il est à l'origine du cataclysme familial, alors qu'il n'est que la victime des mauvais traitements et de la maltraitance sexuelle, il va se rétracter. C'est une des raisons pour lesquelles on a introduit la procédure Mélanie du Québec, que vous avez montré à travers votre reportage sur l'audition des enfants. C'est pour faciliter leur parole, mais pour garder aussi une trace de leur parole. Et pour qu'effectivement, la victime, j'allais dire, ne puisse plus terroriser à nouveau, en jouant effectivement de cette fidélité. Et on voit même des mères de famille qui, à un moment donné, ont suivi leur enfant dans sa plainte, se rétracter pour ne pas envoyer, pour ne pas faire exploser la famille. Alors, c'est vrai tout ça. Voilà, on a une question là. Que faire si je suis maltraité et que je ne veux pas en parler? Jonathan pose la question. Alors Jonathan, on va répondre à cette question grâce à Benoît, puisque pour faire part d'une inquiétude, alerter sur la situation d'un enfant, où Benoît va nous le rappeler, même si c'est un enfant, il peut appeler. Il y a un numéro, c'est le 119, et Benoît va nous préciser ça tout de suite. Oui, le 119, c'est le service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger. Il a été mis en place il y a exactement 22 ans. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a quelqu'un au bout du fil pour recueillir en moyenne 1600 appels par jour, et une trentaine d'entre eux feront effectivement l'objet d'un signalement aux services sociaux. Alors d'emblée, 2 précisions importantes. L'appel est gratuit, d'où que vous soyez en France, y compris si vous téléphonez d'un département d'outre-mer. Et il est gratuit même si vous appelez d'un portable. Deuxième chose à savoir, ce numéro n'apparaît jamais sur les factures détaillées de téléphone. Ça peut intéresser Jonathan qui nous posait la question, parce que les enfants qui auraient peur qu'on repère leur appel peuvent appeler. Personne ne saura que vous avez appelé le 119. Concrètement, comment se passe un appel? Eh bien, une première personne va décrocher, vous demander en quelques mots l'objet de votre coup de fil et vous mettre en relation avec l'un des 50 professionnels de l'enfance qui se relaient au 119. Ce peut être un juriste, un psychologue, une assistante sociale. Tous ont reçu la même formation pour être capable de prendre en charge votre appel. Cet écoutant va passer 2, 5, 10 ou 20 minutes avec vous pour bien comprendre et évaluer la situation. Et cela se fait évidemment en toute confidentialité. Ensuite, si c'est nécessaire, l'écoutant va avertir la cellule de recueil des informations préoccupantes du département dans lequel habite l'enfant. C'est donc les services sociaux du Conseil général qui prendront en charge la suite de l'affaire sur le terrain ou, en cas d'urgence, le procureur ou la brigade des mineurs, par exemple. D'ailleurs, petite parenthèse importante, le 119 n'est pas un service d'intervention. Pour faire simple, si vous entendez ou vous voyez un enfant en danger immédiat, c'est évidemment les services de police qu'il faut appeler en urgence. Un détail pour finir. Ce soir, un certain nombre d'entre vous vont sans doute vouloir appeler le 119 qui a spécialement renforcé ses équipes. Néanmoins, il peut y avoir un peu d'attente. Ne vous impatientez pas, on le rappelle, l'appel est gratuit et quelqu'un vous prendra de toute façon en ligne. Et puis, il faut dire aussi qu'on peut appeler pour soi-même, parce qu'on se sent un enfant ou un ado en danger, on vient d'en parler, ou parce que, épuisé, à bout, perdu, on sent qu'en tant qu'adulte, on pourrait commettre l'irréparable. Eh bien, les écoutants du 119 sont aussi là pour vous aider. Merci Benoît. Vous vouliez réagir, hein, je vous ai vu. Ouais. Moi, je trouvais très important de dire que les enfants n'aient pas peur d'appeler, puisque même sur des factures détaillées, le numéro n'apparaît pas. Donc les parents ne seront pas au courant qu'ils ont passé un appel. C'est essentiel. Voilà, c'est strictement anonyme. C'était aussi une question d'Audrey qui apparaissait. On peut peut-être compléter. C'est important, le 119, c'est même essentiel. Hein. Et on l'a créé en 1989 pour permettre à des enfants, mais aussi à des adultes qui ne savaient pas où aller, d'avoir un interlocuteur plus facilement accessible sur l'ensemble du territoire national. Mais il ne faut pas oublier les fondamentaux. Partant de l'idée que celui qui a maltraité continuera à maltraiter. Hein. Si on cède aux terroristes, il continuera à terroriser. Il faut absolument que les enfants parlent. Il faut qu'ils en parlent à leurs copains. Il faut qu'ils en parlent aux enseignants. Il faut qu'ils en parlent à l'infirmière, à l'assistante sociale. Ils peuvent, et c'est les 2 points techniques qui sont très importants à rappeler parce qu'on ne le fait pas suffisamment actuellement en France. Il faut savoir que tout enfant a le droit d'aller porter plainte dans un commissariat contre quelqu'un qui l'aurait agressé.
avant 18 ans, on peut aller tout seul dans un commissariat pour porter plainte. Et les policiers maintenant sont équipés et organisés pour protéger les enfants. Et deuxièmement, ça on ne le sait pas, tout enfant, toute personne de moins de 18 ans a le droit de se rendre dans un tribunal, à taper à la porte d'un juge pour enfants et dire « je suis en danger, aidez-moi ». Et là encore, le juge protégera le jeune. Et juste un mot, vous avez parlé des copains, puisqu'on parle de signalement, c'est essentiel. Si vous avez un copain, un ami, une copine qui vous paraît pouvoir être maltraité, là aussi, le 119, vous pouvez téléphoner. Et on va vous expliquer que tout ça n'aboutit pas à des condamnations ou qu'on ne risque rien, parce que ce sont des questions qui arrivent beaucoup en ce moment en disant si on se trompe, qu'est-ce qui se passe? On va vous expliquer tout ça. Vous ne risquez rien si vous n'avez pas voulu faire du mal à autrui. Bien sûr, c'est pas mal intentionné. Votre intention, c'est de protéger quelqu'un, ou de vous protéger ou protéger quelqu'un. On a le droit de se tromper. On dénonce un fait. On énonce un fait, on ne dénonce pas quelqu'un. Donc on ne risque rien. Pierre nous dit qu'il a été un enfant maltraité. Si on peut me remettre la question, s'il vous plaît, ce serait gentil. Qu'il a été un enfant maltraité, qu'il n'en a pas parlé, qu'on n'en parlait pas. Pourquoi on n'en parle pas à l'école? Ça n'est pas normal d'être tapé, dit Pierre. C'est vrai que, autant vous le disiez dans le reportage, les médecins ne sont pas formés à dépister une maltraitance. Autant à l'école, c'est vrai qu'il n'y a rien qui est prévu dans les cours d'éducation civique, dans quelque chose qui existait quand même à l'époque, pour apprendre un petit peu cette notion de maltraitance. Moi, je voudrais simplement rebondir aussi sur ce que disait Céline tout à l'heure. Elle a été, semble-t-il, secourue par la médecine scolaire. Voilà, malheureusement, on doit dire, par l'infirmière. Pour nous, la médecine scolaire, c'est à la fois les psychologues scolaires, l'infirmière, le médecin. Malheureusement, on sait très bien que la médecine scolaire aujourd'hui est exempte, et on voit bien à quel point elle peut être utile. Et elle peut être utile notamment aussi dans les écoles primaires, alors qu'il n'y en a pas forcément ou très rarement. Même dans les collèges, il n'y en a pas toujours à plein temps non plus. Exactement. Donc je crois que déjà, si on faisait un effort, on parlait des politiques publiques, si déjà on faisait un effort dans ce domaine-là, on aurait sans doute une possibilité pour les enfants, une possibilité de plus de parler et d'être écoutés. Je relève juste une question d'Alex qui dit quelle place pour la médecine scolaire, pourquoi infirmières et médecins scolaires sont-ils si peu nombreux? Ça, malheureusement, c'est pas vous qui allez résoudre le problème, mais c'est vrai. C'est de longue date qu'on a tiré le signal d'alarme. C'est le rapport Beaupère de 1976 du Conseil économique et social qui déjà disait que le service social scolaire, le service santé scolaire étaient les deux services sinistrés de la protection de l'enfance. 2 fois dans l'histoire de France récente, 2 ministres de l'Éducation nationale ont fait un gros effort qui n'a pas été soutenu. M. Jospin, M. Bayrou, en se suivant l'un l'autre. Je crois que c'est M. Bayrou dans un premier temps, M. Jospin ensuite. Et après, on est retombé. L'enfance en danger, l'enfance maltraitée, pour rejoindre ce que disait Mme Pierre tout à l'heure, n'intéresse plus à l'heure actuelle. C'est pas neutre qu'il n'y ait pas de ministère de l'enfance, qu'il n'y ait pas eu de ministère de l'enfance pendant tout un temps. En sachant qu'en plus, le problème est complexe. Oui, mais qui a été, j'allais dire, on lui a coupé le cou, on l'a fait renaître autrement. Allez, là encore, c'est pas neutre qu'on les supprime, mais c'est pas le débat. Non, mais attends, restons sur les débats généraux. On est sur un débat qui est très complexe parce que c'est un problème de politique publique et de travail entre l'État, qui doit faire les lois, organiser les dispositifs, et les conseils généraux qui doivent les mettre en œuvre. Il faut donc qu'il y ait une coordination entre les deux. Il doit y avoir une impulsion de l'État, ce qu'on a voulu faire à travers la loi de 2007, mais qui malheureusement est tombée au mauvais moment parce qu'il y avait la loi sur la prévention de la délinquance, et actuellement, les enfants n'intéressent que s'ils sont délinquants, mais pas s'ils sont en danger. Oui, non, si je peux me permettre, j'ai l'impression que la médecine scolaire, les infirmières scolaires sont plus sensibilisées au problème de la maltraitance, parce qu'elles n'ont pas le même rôle que les médecins généralistes ou que les pédiatres d'urgence. Elles sont plus sensibilisées à avoir des jeunes qui viennent surtout pour leurs difficultés du moment et pas... Ce qui manque... vraiment, ce qui est criant en France, c'est le manque de formation des futurs médecins. Moi, en tant prévu du tout. Des efforts ont été faits, mais pas suivis. En tant qu'interne, je n'ai pas eu de cours sur la maltraitance. Ni même sur la façon dont on signale, dont on alerte. Quand j'étais externe ou quand j'étais interne, la seule chose que l'on a appris à la fac, c'est le syndrome de Silverman, et simplement pour préparer le concours de l'internat. Là, on parle de médecine scolaire, de médecins, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moment où on pourrait éventuellement mettre en place une politique de prévention? On sait que des facteurs de risque, si c'est toujours le cas, ce sont la très grande prématurité, les dépressions du postpartum, donc les liens qui ne se sont pas faits d'emblée entre les parents et l'enfant. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi éventuellement essayer de surveiller un petit peu ces familles-là qui sont peut-être plus en danger que d'autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe ou rien du tout? Il faudrait aussi, on va revenir, on a l'impression de faire un peu un leitmotiv, mais... Voilà, vous savez que maintenant, une femme qui accouche, elle passe quoi, 2 jours à l'hôpital, à la clinique?
Et qu'elle est ensuite, si elle n'a pas d'aide autour d'elle, si c'est son premier, elle va être un peu perdue. Il n'y a pas d'accompagnement des familles suffisamment importantes aujourd'hui, mais faute de moyens. Une phrase pour montrer l'enjeu. À l'autre bout de la chaîne, ça a été dit très rapidement dans le reportage, le juge pour enfants, sur signalement du président du Conseil général, relayé par le procureur de la République, estime qu'un enfant est en danger. Il n'est pas maltraité au point où il faille le retirer de sa famille, mais pour autant, il faut aider les parents à savoir élever ou à apprendre à élever leur enfant. Le juge pour enfants va prendre une mesure éducative. Il n'est pas rare que dans beaucoup de départements, il faille 2 mois, 3 mois, 6 mois parfois pour que les mesures soient mises en œuvre. En Seine-Saint-Denis, je parle très concrètement. J'ai écrit au Conseil général, au président du Conseil général il y a 48 heures. Il y a environ 300 mesures confiées aux services associatifs financées par le département, qui ne sont pas exécutées. Elles ont été ordonnées par le juge, comme on l'a vu dans le reportage, mais elles ne sont pas mises en œuvre. Donc du début de la chaîne à la fin de la chaîne, effectivement, on manque de moyens. Le problème n'est pas qu'un manque de moyens. Ça serait trop facile de dire que c'est qu'un problème de moyens. Mais c'est aussi un problème de moyens. Là, il y a une question. Quel recours reste-t-il si la justice rend un enfant à sa famille alors que les sévices continuent? Comment protéger l'enfant, Marianne? On peut revenir même sur le cas de la petite Léa. Du début, cet enfant qu'on a vu hospitalisé avec un hématome sous-dural à l'hôpital Necker. L'enquête, Marina l'a dit au début, n'a rien donné pour le moment. L'enquête reste ouverte, on continue à chercher ce qui s'est passé. Donc, tant qu'on n'a pas su, tout le monde est suspecté dans l'entourage de la petite fille. Pourtant, cette petite fille a été rendue à sa maman, qui est rentrée chez elle avec la petite Léa. Comment on sait, comment on surveille, Elle a été mise, c'est sous contrôle de la PMI. Elle a été sous contrôle de la PMI, mais enfin la PMI ne dort pas chez Léa avec sa maman. Sûr. Donc si, au cas, comme c'était anonyme, on ne sait pas, au cas où ce serait la maman qui ferait les sévices, comment on sait, comment on surveille, qu'est-ce qui se passe? Première remarque générale, je ne connais pas la situation, on ne peut pas en disserter. On va réfléchir en général. Non, mais un exemple. Précaution importante, bien sûr. Premier élément, j'ai entendu dans votre reportage que les éléments qui avaient pu être recueillis laissaient à penser que ça ne s'était pas passé au sein de la cellule familiale. Le secouement de l'enfant, pour reprendre ce mot qui n'est pas très beau. Ça veut dire qu'effectivement, le juge des enfants, non pas le procureur, mais le juge pour enfants, avec ceux qui l'entourent, il n'est pas tout seul. Et il a les travailleurs sociaux et les gens qui l'entourent ont pensé que la famille biologique n'était pas en cause. Ils ne prennent pas de risque. Il n'y a pas un magistrat de France qui prenne un risque avec un enfant. Il fait ce dont il est sûr. Il peut se tromper. On peut se tromper dans l'évaluation d'une situation. Mais on ne joue pas la roulette avec un enfant. Alors, en l'état, avec les informations dont il dispose, il pense que l'enfant n'est pas en danger avec sa mère. Deuxièmement, ou avec son père, parce que je pense qu'il doit un papa. Deuxièmement, pour répondre à la question, une décision d'un juge peut être reprise d'une heure à l'autre. On a laissé revenir l'enfant à la maison. S'il y a tel ou tel symptôme qui apparaît, qui laisserait à penser qu'on a pu se tromper, que des faits se sont répétés, dans l'instant, le procureur de la République ou le juge pour enfants peuvent réintervenir. Il n'y a jamais aucune décision définitive. Faut-il dépister les symptômes? Effectivement, dépister. C'est tout problème de fond que vous posiez. Alors, apparemment, ce qu'on peut déduire dans cette histoire, c'est que le juge et ceux qui l'environnent pensent que ce n'est pas la famille proche qui est à l'origine. Est-ce qu'il se trompe, ça? Je ne sais pas. Oui. Mais juste pour le dépistage, je voudrais insister sur une chose, c'est qu'on trouve que ce que l'on cherche. Donc il faut qu'il y ait, c'est vrai, un espèce de signal d'alarme qui fonctionne chez tous les professionnels de santé qui voient des enfants, se demander si le symptôme que présente cet enfant, ce ne serait-il pas des mauvais traitements. Est-ce qu'on peut revenir sur la première histoire? Qui, à mon avis, encore plus intéressante. L'histoire du petit Enzo. Enzo qui est mort. Parce que d'évidence, là, il y avait un bon diagnostic qui avait été fait à l'origine. Et pourtant, on l'a rendu à sa famille. De mon point de vue, mais ça n'engage que moi, qui n'avait pas été fait suffisamment fort. C'est-à-dire que le médecin avec diagnostic... Pas crié assez fort. Ni en l'écrivant, ni quand il a vu la décision, puisqu'il dit « j'ai été prévenu par le procureur ». On peut discuter avec un procureur, on peut lui dire « Monsieur, est-ce que vous avez bien vu ceci? Vous avez bien vu cela? Est-ce que vous avez vu que ce n'est pas sur une fois et sur plusieurs fois ?» Il y a eu une erreur, apparemment, de l'expert qui a été mandaté, qui est passé à côté. Et la troisième erreur que j'ai repérée, le procureur de la République, je ne parle pas en termes d'erreur, mais on peut se demander pourquoi, sur une situation comme celle-là, n'ayant pas vu effectivement qu'il y avait une succession de coups, soit ne pas rendre l'enfant, en tout cas saisir un juge pour enfants qui devait intervenir très rapidement et qui, lui, à tête reposée, avec un débat contradictoire, aurait pu évaluer la situation. Ça fait peur. Je ne suis pas de jugement. Non, on ne juge pas, mais ça fait quand même un peu peur de penser qu'un expert peut passer à côté d'un drame pareil. C'est insupportable.
C'est la référence, l'expert, et même lui ne sait pas. Mais pourtant, le premier avait bien identifié, si on Très suit les clairement, éléments qu'on a. oui. On fait le procès de personne, Non, bien sûr, on réfléchit à voix c'est haute. sur une histoire. Et vous montrez que c'est très difficile à la fois de faire des diagnostics et d'interpréter des choses. On a encore beaucoup de progrès à faire. Valentine, qui est assistante sociale, j'imagine, nous dit on nous reproche de placer les enfants ou de ne rien faire. S'il vous plaît, arrêtez de stigmatiser les assistantes sociales. On fait de notre mieux. C'est évidemment, d'abord, c'est pas elle qui place. Ensuite, évidemment, on ne stigmatise absolument pas les assistantes sociales. Et quand vous disiez, en tout cas, que les travailleurs sociaux, c'est dommage qu'ils ne travaillent pas, évidemment, après 5 heures, le week-end et les vacances, ce n'est certainement pas la faute des assistantes sociales, mais du système qui organise ça comme ça. Ce ne sont pas elles qui décident de ne pas travailler en vacances. Je voudrais intervenir là-dessus, justement. Comme on disait dans le film aussi, il est toujours facile, a posteriori, de s'interroger sur ce qui n'a pas fonctionné. Mais moi, je voudrais dire vraiment que ça ne va pas de soi. La maltraitance, ça ne se révèle pas facilement. D'ailleurs, vous l'avez bien dit, on ne dit pas, l'enfant ne dit pas forcément. Il n'y a pas toujours des signes visibles. Et faire une évaluation, c'est pas forcément évident non plus. Donc, trop souvent, à l'occasion malheureusement de faits divers, on accable. Tout de suite, on se retourne vers les travailleurs sociaux. Mais les travailleurs sociaux font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Avec des petits moyens, c'est sûr. Merci. Alors, on va réécouter et faire revenir Benoît, parce que c'est vrai que depuis le début de l'émission, on discute d'enfants maltraités, d'enfants en risque, d'enfants en danger. Ce sont des termes qui sont tous différents. On voudrait bien savoir ce que ça recouvre exactement, Benoît. Alors, on va commencer par le plus simple. Les enfants en danger, ce sont à la fois les enfants à risque et les enfants maltraités. L'enfant en situation de risque d'être maltraité est un enfant qui vit dans des conditions qui compromettent sa santé, sa sécurité, son éducation. Il peut s'agir par exemple d'un enfant victime de carences affectives ou d'un enfant qui manque de soins, qui n'est pas nourri correctement, qui manque de sommeil. On peut repérer sa détresse par différents signes, de la maigreur, de la saleté, des difficultés scolaires, une fatigue excessive, de l'agressivité. Plus on repère de signes, plus l'enfant est en situation de risque. L'enfant en danger est, lui, dans une situation d'urgence. Il s'agit d'un enfant victime de violences physiques, de coups, de brûlures, d'agressions sexuelles. C'est un enfant victime de cruauté mentale, un enfant qui est terrorisé, isolé, ignoré, ou encore un enfant victime de négligence lourde. Son développement, voire sa vie, sont engagés à court terme. Les signes, il y a bien entendu des traces de coups, mais on peut aussi repérer chez ces enfants une tristesse générale, des troubles du sommeil, la peur d'être battu, la peur de rentrer chez soi, des troubles de l'alimentation, des mutilations, etc., etc. Les signaux sont évidemment très nombreux. Attention, un nourrisson ne peut pas se faire mal tout seul, ça c'est très important. Un bleu, une bosse chez un bébé de quelques semaines ou quelques mois, ce n'est pas normal, il faut se poser des questions. Alors à qui s'adresse-t-on ? Évidemment, le plus simple, c'est le 119, on en a déjà parlé, mais vous pouvez préférer, en raison de votre situation, en parler à quelqu'un que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Ce peut être votre médecin généraliste, les médecins et infirmières des PMI, les centres de protection maternelle infantile, il y en a partout en France. Les infirmières scolaires, bien sûr, et les assistantes sociales, on vient d'en parler, sont des interlocutrices privilégiées, notamment pour les lycéens et les collégiens. Et bien entendu, en cas d'urgence, c'est la police, la gendarmerie ou le procureur qu'il faut joindre. Merci Benoît. Céline, vous vouliez ajouter quelque chose et puis j'ai une question à vous poser après. Je voulais juste dire, certes, il y a un problème de moyens, mais il n'y a pas qu'un problème de moyens. Outre le fait qu'il y a un grand problème de formation des futurs médecins, un problème au repérage, il y a aussi un problème pendant les consultations. Un enfant, un petit enfant, pendant une consultation, ça se déshabille. Il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas le temps, du fait du nombre de consultations importantes dans la journée, qui ne prennent pas le temps de déshabiller les enfants. C'est-à-dire que si on, comme disait le docteur récemment, si on veut trouver une maltraitance, encore faut-il la chercher. Et je pense qu'il y a un problème aussi de ce côté-là. Un problème au niveau de la formation et un problème ensuite, une fois qu'on a détecté, à qui on s'adresse pour les médecins. Hein, je parle des médecins généralistes, des pédiatres aux urgences, des internes comme nous. Une fois qu'on a détecté, la procédure à suivre est complexe. Et un autre problème que vous avez vécu, c'est pour ça que je voudrais qu'on y revienne, qui va dans le sens de ce que vous disiez, que c'est difficile de prendre les décisions parce qu'on ne sait pas toujours quelle est la bonne décision à prendre si on veut protéger l'enfant. Une des décisions, ça peut être de placer un enfant en foyer, donc de le séparer de sa famille, de le placer en foyer. Céline, vous avez vécu 4 ans donc, dans des foyers et vous le dites, enfin, de ce qui ressort de votre histoire, c'est que ce n'est pas la panacée non plus. Non, c'est sûr. Dans mon cas, bien sûr que le placement a été salutaire pour moi, bien sûr. Mais néanmoins, les choses auraient pu être améliorées. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment un problème de moyens.
pour le coup, dans le sens où j'ai été trimballée, ballottée comme un sac de patates de foyer en foyer. Sans information, sans aucune information, parce que l'assistante sociale qui me suivait à l'ASE, elle avait 150 dossiers, je veux dire, elle n'avait pas le temps de prendre le temps avec chaque enfant. Donc j'ai passé 3 mois à l'hôpital dans le 78, et puis un jour, elle a frappé à la porte et elle m'a dit, on y va. Et on va où? Eh ben, on va dans ta famille d'accueil. Et hop là, famille d'accueil. Et je ne l'ai plus revue pendant 3 mois. Dans une famille d'accueil, certes très sympathique, mais avec qui je ne pouvais pas communiquer parce qu'il y avait que la fille qui parlait le français. Elle m'a laissée là. Et elle est revenue 3 mois plus tard. Et hop, on y va. Et ainsi de suite. Et j'ai été ballottée comme ça, de foyer en foyer. Mais je ne peux pas la blâmer parce que voilà, encore une fois, il s'agit encore une fois pas de mettre le focus sur une personne, c'est le système. Moi, j'avais cet objectif de faire médecine, donc je me suis accrochée, j'ai continué mes études. Mais je veux dire, si les enfants sont un peu perdus, qu'ils ont besoin d'un soutien, mais ils se déscolarisent tout de suite. Moi, quand je suis arrivée dans un foyer dans le 94, on était 23 filles. Je veux dire, plusieurs filles sont arrivées en même temps que moi, elles allaient encore à l'école, et à la fin, il n'y avait que moi qui continuais d'aller au lycée parce qu'il n'y avait aucun suivi, aucune surveillance. On était 23 filles pour 2 éducateurs. Lorsqu'un enseignant signale un cas de maltraitance, les parents savent qui est à l'origine du signalement et ça pose problème. Pierre? Non, pas toujours. Pas toujours, ils ne sont pas forcément au courant de qui les parents vont savoir. Ils signalent à qui, les enseignants? Désormais, avec la loi de 2007, ils ont été informés les uns et les autres. Beaucoup d'efforts ont été faits dans tous les départements pour leur indiquer qu'il existe une cellule de recueil des informations préoccupantes qui était mise en place sous l'égide du président du Conseil général et qui réunit des personnels du Conseil général, mais éventuellement la protection judiciaire de la jeunesse et d'autres administrations, de l'éducation nationale. Cette cellule va très très vite, ça ne prend pas du temps, va très très vite corréler les informations données avec d'autres informations, va éventuellement aller à la recherche d'autres éléments avant de transformer cela, s'il le faut, parce que si on peut trouver une réponse interne, c'est-à-dire, OK, il y a un problème, je vais demander à la circonscription locale d'intervenir, il n'y a peut-être pas besoin de saisir la justice à travers le procureur de la République. Mais si cette cellule estime qu'il faut aller plus loin et que ça mérite d'aller plus loin, un signalement va être fait au... Est-ce que l'enseignant est nommé? Non, pas nécessairement. Non, pas nécésairement. C'est quoi? Ça veut dire qu'il peut c'est un problème de convention locale. Il faut qu'ils s'organisent localement. Il y a des protocoles locaux qui sont mis en place entre le président du Conseil général, l'inspection d'académie, les associations, les policiers. Pour être très concret, l'enseignant peut dire, voilà, je signale, mais je ne veux pas apparaître nulle part. S'il le demande pour des raisons qui sont les siennes, on le respectera. Encore une question juridique de Claudine. Est-ce qu'on peut saisir le juge pour enfants pour un adolescent qui vient de devenir majeur? Non, la réponse est dans la question. Lui pourrait. Mais là encore, on retombe sur le problème de moyens. Depuis 3 ou 4 ans, les juges pour enfants n'ont plus les moyens financiers de mettre en œuvre des mesures pour les 18-21 ans. Voilà. Comment les familles d'accueil... Permettez, j'étais parti sur une chose importante, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de moyens. Mais dans le même temps, il faut savoir que la France fait un effort extraordinaire pour l'enfance en danger. C'est un budget de 6 milliards d'euros au plan national, 6 milliards 200 millions, sauf pour l'aide sociale à l'enfance. Pour l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est quand même un budget... Mais on part de très loin, quoi. Qui est très très important, si vous voulez. Alors effectivement, il ne s'agit pas d'augmenter, il augmente régulièrement ce budget. Mais dans ce budget-là, des améliorations sont apportées. Ce que vous indiquiez tout à l'heure, c'est peut-être la surcharge de tel ou tel éducateur qui vous aura suivi, mais moi je repère dans ce que vous dites un dysfonctionnement sur l'organisation générale. Et sur j'aime pas les expressions anglo-saxonnes, mais enfin sur le management. Quelque part, l'inspecteur de l'enfance n'a pas suivi votre situation parce qu'elle aurait dû s'apercevoir, ou il aurait dû s'apercevoir, que vous passiez de foyer au sens collectif, à foyer au sens famille d'accueil, et de mettre un haut là, parce qu'on l'a voulu à travers les lois de 84, loi de 2007, éviter que les gamins soient ballottés d'un lieu à l'autre. Moi, je voudrais dire qu'effectivement, depuis aussi la loi de 2007, on a mis l'accent là-dessus, pour éviter les passages, les ruptures, Est-ce qu'on a voulu combattre Et je crois que, justement, votre cas, malheureusement, est un cas qui existe. Il y a des dysfonctionnements. Mais il y a quand même plus de 270 000 enfants qui sont pris en charge. Heureusement. Il faut préciser, dont 110 000 en temps réel qui sont accueillis. Qui sont accueillis en établissement. Heureusement, beaucoup arrivent à s'en sortir, bénéficient d'un accompagnement éducatif qui est de qualité. Ce sont des professionnels qui sont investis, mais comme partout,
il y a toujours effectivement des difficultés. Mais la question est la formation aussi. Hein. Puisqu'on en est dans les moyens, juste Caroline Ressalmon, est-ce qu'il y a assez d'unités comme la vôtre? Est-ce qu'on manque de gens compétents, formés, qui ont... Je vais répondre à votre question. Je voudrais juste donner un conseil à l'enseignant là, qui posait la question. Personnellement, je suis pour le co-signalement. Moi, je suis pour qu'il y ait plusieurs personnes qui se mouillent dans un signalement. On ne va pas laisser un enseignant tout seul partir au casse-pipe. Il faut que le directeur de l'établissement il se mouille, l'assistante sociale qui travaille à l'école, le système de médecine scolaire. Et de focaliser sur une personne. Pour éviter de focaliser sur une personne. Sur les unités médico-judiciaires, on a fait beaucoup de progrès aussi, on part de très très loin. Il y en a 53 aujourd'hui sur le territoire français et ce sont des unités qui peuvent être aussi des recours pour les médecins, médecins généralistes, les pédiatres, tous les médecins peuvent contacter les unités médico-judiciaires, dont certaines comme celle dans laquelle je travaille fonctionnent 24 heures sur 24 et on a un pôle mineur et on a une consultation mineure tous les jours pour s'occuper et voir ses enfants. Oui, juste, si je peux rebondir par rapport à ce que vous dites sur le fait de se mouiller, je pense aussi que les médecins ne savent pas assez que, et nous d'ailleurs ce qu'on nous enseigne, c'est que le signalement n'est pas facultatif, c'est quelque chose d'obligatoire. La levée du secret médical pour les médecins est obligatoire sous peine de poursuite pénale. Mais beaucoup se retranchent derrière, c'est vrai, il y a beaucoup de textes de loi au niveau du code de déontologie, du code de santé publique, et il y a beaucoup de textes qui peuvent créer l'amalgame. Benoît va nous en parler tout à l'heure. Juste, y a-t-il un facteur génétique qui explique que des victimes de maltraitants s'en sortent et que d'autres sont des bourreaux à leur tour? Sandrine, on peut simplifier la question en disant que les maltraitants ont souvent eux-mêmes été maltraités. Alors, je vais vous poser la question sur ce fameux facteur génétique. Céline, pardon de vous poser la question aussi brutalement, mais c'est des choses auxquelles on pense, surtout que vous êtes médecin. Donc voilà, vous savez cette statistique qui montre que les maltraitants ont été maltraités. Est-ce que vous vous posez la question pour vous-même? Non, je ne me pose pas du tout la question pour moi-même parce que j'ai eu la chance, et c'est, je pense, les gens comme moi qui ont eu cette chance-là, qui ne reproduiront pas, c'est que j'ai eu la chance d'être prise déjà d'être repérée par l'infirmière scolaire, de pouvoir mettre des mots. Le fait qu'il y ait eu un procès aussi clarifie... Qui a reconnu votre statut qui a reconnu mon statut de victime et donc le statut de coupable, clarifie les choses. Les gens qui, comme moi, ont eu la chance d'avoir quelqu'un comme l'infirmière de mon lycée qui m'a sauvé la vie, puis un procès où ils ont été reconnus en tant que victimes, en général, ne reproduisent pas. Mais alors, à l'inverse, est-ce que votre père avait été maltraité? Le cycle infernal est rompu, on a mis des mots sur ce qui est arrivé. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Voilà. Juste pour finir avec Céline, parce que votre père a été maltraité, lui. Oui, voilà. Mon père a été battu quand il était petit et personne ça ne se disait pas. Et il a grandi comme ça dans ce non-dit et il a reproduit. Et je pense que quand la justice ou un placement ou quelque chose vient casser le processus, ça permet de faire un travail sur soi. Et est-ce que, si je peux me permettre de vous le demander, est-ce qu'aujourd'hui, il met des mots sur cette violence qu'il a eue? Alors, très, très récent, mais tout doucement, on y arrive. C'est encore difficile pour lui, dans le sens où c'est quand même quelque chose qui est latent depuis 50 ans, mais tout doucement, il commence à se remettre un peu en question, mais il n'a pas été... Oui. On a renoué contact. C'est une question que j'ai pour vous, que demande Martine. Est-ce qu'on peut pardonner à ses propres parents leur violence? Doit-on l'expliquer à nos enfants? Ça, on verra. Mais est-ce que vous avez, j'allais dire, pardonné d'abord à votre mère de n'avoir rien dit et à votre père? Oui, alors, pour ce qui concerne ma mère, le problème est... Je ne lui ai jamais rien reproché. C'est-à-dire que même si, quoi qu'on en pense, sa présence a été pour moi un soutien très précieux. Sans elle, je ne pense pas que je serais encore là aujourd'hui. Donc elle a été un soutien précieux par sa présence. Et votre père, vous lui pardonnerez? Alors, c'est pas en termes de pardon. J'ai compris pourquoi on en était arrivé là. Chacun arrive avec sa propre histoire et ça donne un cocktail parfois explosif. Mais disons que je ne vous pardonne pas, mais j'ai réussi à comprendre pour avancer. De toute façon, si on ne pardonne pas, on n'avance pas. Il faut comprendre les choses pour pouvoir avancer. Mais je crois aussi qu'on peut pardonner des gens qui demandent le pardon. Aussi. C'est sûr.
Petite, j'ai été victime de maltraitance et de viol. Mes enfants ne voient pas leur grand-père. À quel âge sont-ils en droit de savoir? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de droit. On ne parle pas de droit dans ce... Non, je crois qu'il faut éviter que madame... surtout ces secrets de famille. Voilà, je pense que la pire des choses, c'est d'apprendre un secret révélé par un tiers, parce qu'il y a des tiers qui le savent et qui ne manqueront pas, malencontreusement, maladroitement peut-être avec méchanceté, de le dire. Donc il faut qu'à un moment donné, madame aborde les questions, qu'elle est simplement... en fonction de l'évolution et de la sensibilité de ses enfants. Peut-être pas au même rythme avec l'un et avec l'autre, puisqu'elle parle de plusieurs enfants. Il faut respecter le temps de ses enfants aussi. On ne peut pas brutalement asséner des vérités pour se soulager, je dirais. Et il est important de respecter le temps de chacun de ses enfants qui peut être différent pour l'un et pour l'autre, tout à fait. Vous avez, juste pour finir, Céline, vous avez compris pourquoi vous avez été maltraitée par votre père et pas votre sœur? Je pense qu'en fait, je suis l'aînée. Et donc, mon père a voulu bien faire, en fait, pour l'aîné. Et que du coup, vous allez me dire bientôt que c'est une marque d'intérêt? Non, pas du tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis arrivée en premier. Et donc, il s'est investi tout de suite sur moi par l'intermédiaire du piano. Et qu'ensuite, ça lui prenait tellement de temps. Il s'est désintéressé de votre sœur? Complètement. Quand ma sœur est née, le temps était complètement focalisé sur moi et du coup, ma mère est plus restée avec ma sœur. Mais parce qu'au moment où ma sœur est née, le piano était devenu quasiment déjà une obsession. Donc, tout son temps était focalisé déjà sur moi. On va continuer avec Benoît, parce qu'il est probable que parmi les personnes qui nous regardent, nombreuses sont celles qui un jour se sont posées des questions sur un camarade d'école de leur enfant, sur un voisin, voire sur un neveu, et on ne sait pas toujours, Benoît, comment réagir. Oui, car dans ce cas-là, on se retrouve bien seul avec ses soupçons, car en dehors du fait d'être le témoin direct d'un acte de maltraitance, l'idée même d'avoir repéré un enfant en danger est dérangeante, et immédiatement on est poussé à ressentir du désarroi, voire de la culpabilité. Et si on se trompait, et si notre imagination nous jouait des tours, que faire de ce que je pressens? À qui en parler? Va-t-on me demander des preuves que je n'ai pas? Et à l'alerte que l'on voudrait donner se substitue le doute. Alors pour combattre ce doute, on peut rappeler 2 ou 3 choses. D'abord, comme l'a dit tout à l'heure Mme Ressalmon, on peut en discuter autour de soi pour être plusieurs à témoigner d'un même cas. Ensuite, que dit la loi? Eh bien, pas moins de 3 articles du Code pénal nous obligent tous, y compris lorsqu'on est d'habitude soumis au secret professionnel, à signaler une situation de maltraitance. Ne pas le faire est passible de 3 à 5 ans de prison et de 45 à 75 000 euros d'amende. Il est important de rappeler qu'on ne vous reprochera jamais d'avoir alerté un professionnel de l'enfance ou la justice, même s'il s'avère au final qu'il n'y avait pas de situation de maltraitance. Deuxième point important, faire un signalement, ce n'est pas de la délation, puisque la première chose que va faire le professionnel de l'enfance que vous contactez, c'est d'évaluer la situation. Ce n'est pas non plus une condamnation. En signalant, on n'envoie personne en prison, on ne sépare pas un enfant de sa famille. Tout cela sera éventuellement du ressort des services sociaux et de la justice. En signalant, on protège. Troisième point, on l'a vu tout à l'heure, s'il faut retenir un numéro, c'est le 119. Et parce qu'il existe des situations complexes qui parfois peuvent mettre en danger celui ou celle qui signale, on peut le faire de façon anonyme. Dites-vous enfin qu'en signalant, vous empêchez le silence de s'installer. C'est la meilleure façon d'aider un enfant en danger. Merci beaucoup Benoît, merci infiniment à vous 4 d'être venus, merci à tous ceux qui ont témoigné dans le document de Marie Bonhomet, merci à Gaëlle Germain, la rédactrice en chef de cette émission. Sachez que cette émission sera visionnable dès demain sur france5.fr ou via allodocteur.fr, sur lequel on peut avoir d'autres informations, un dossier sur le 119. Voilà, on a reçu 4000 SMS durant cette émission, je vous en lis un. J'ai plus appris sur la maltraitance grâce à votre émission qu'en 8 ans d'études. Merci beaucoup pour l'approche à la fois médicale, sociale et juridique, en dehors du fait que ça nous fait très plaisir d'être félicités. Ça prouve qu'on a bien fait de faire ce thème, de traiter ce thème difficile. Merci à tous les 4, merci à vous de nous avoir suivis. Prochaine enquête de santé au mois de février. On vous retrouve bien sûr avec Marina demain à 13h40 sur France 5 pour le magazine de la santé et Allô Docteur. Bonne fin de soirée. À demain, au revoir.